d'Émile Dubois, un tueur en série français au Chili. Louis-Amédée Brié-Lacroix, connu sous le nom d'Émile Dubois, était un voleur et un meurtrier en série. Devenu célèbre au Chili au début du XXe siècle, il fut ensuite reconnu coupable des meurtres entre 1905 et 1906 de 4 Européens. Émile Dubois est né Louis-Amédée Brié-Lacroix le 29 avril 1867 dans la petite ville d'Étaples, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est le fils de José, forgeron, et de Marie, mère au foyer. Il passe une partie de son enfance dans le village de Sangatte, proche de Calais. Quand il a 15 ans, il tue le père de sa petite amie, un policier en retraite. Émile travaille comme mineur à Courrières durant près de 2 ans, avant de s'embarquer quand il a 20 ans pour l'Amérique du Sud, soupçonné d'un nouveau meurtre dont on ne trouve pas la trace dans les archives. Il découvre alors l'Équateur, le Panama, le Pérou, puis le Venezuela et le Chili. Arrivé là, il passe très vite par la case prison en commettant un vol, ce qui lui vaut 1 mois derrière les barreaux. Il pratique ensuite différents métiers, professeur de littérature, vétérinaire, comédien, puis il s'engage dans les mines de Maracaibo et prend la tête d'un mouvement de grève. Il part ensuite pour Bogota, s'engage comme officier dans l'armée avant d'entamer un périple le long de la cordillère des Andes. Journalier dans les champs de bananes en Équateur, noctambule au Pérou, il débarque ensuite au Chili sans un sou et muni de faux papiers colombiens au nom d'Émile Dubois et se prétend alors ingénieur des mines. En 1903, il a 36 ans quand il tue dans un bordel de Santiago avec la complicité de ses 2 maîtresses, Ursula Morales, une jeune comédienne, et Catalina, un jeune ingénieur péruvien, afin de le dépouiller. Le 7 janvier 1905, vers 21h, toujours à Santiago, Émile Dubois tue Ernest Lafontaine, un commerçant français, premier maire de la ville de Providencia. Il est entré par le bureau de la victime, l'a frappé à la tête, lui a volé sa montre en or, les clés de son coffre-fort et son argent. Et au passage, il a détruit également tous ses meubles. Roman Diaz, l'ami d'Ernest Lafontaine, découvre le corps mutilé. Au mois de septembre 1905, le 4 exactement, Émile Dubois s'en prend à l'importateur allemand Reinhard Tillmann. Il s'introduit peu avant la fermeture dans le bureau, également, comme pour Ernest Lafontaine, et se dirige vers le comptoir. Il est 20h environ quand il attaque sa victime par derrière et le poignarde de plusieurs coups de couteau dans le dos, lui perforant les poumons et lui causant une hémorragie interne. Il dérobe alors les diamants et s'enfuit au moment même où l'épouse de Tillmann, une fille de commerçant, arrive. Mais les meurtres ne vont pas s'arrêter là. Nous sommes alors le 14 octobre 1905, dans la rue Cochrane, quand Émile Dubois s'en prend au courtier et homme d'affaires Gustave Titus, à qui il venait de demander un prêt. Titus reçoit plusieurs coups de couteau à la poitrine, endommageant l'artère pulmonaire et le cœur. Dubois lui mutile également les mains, et dans sa fuite, il emmène une bague et une montre. Au mois d'avril de l'année suivante, le 15, il s'en prend à nouveau à un Français, cette fois-ci un marchand, Isidore Schall, en le tuant devant son magasin qui était aussi sa maison à Valparaiso, de 6 coups de couteau sur les bras, dans la poitrine et le cou, dont une blessure qui sera fatale à la carotide. Mais le marchand hurle sous les coups qui lui sont assénés, ce qui donne l'alerte. Un policier à cheval arrive alors à proximité de la scène, mais Dubois parvient une nouvelle fois à s'enfuir sans être inquiété. Il continue alors ses méfaits. Avec le 2 juin 1906, quand il s'en prend à Charles Davis, un dentiste américain, qu'il blesse dans son cabinet peu avant le tremblement de terre de 1906. L'homme résiste à l'agression et Dubois prend la fuite par les escaliers. Davis ameute alors le quartier en hurlant à l'aide par la fenêtre. Dans sa fuite, Dubois laisse tomber une dague d'acier, un trousseau de clés et une lanterne. Le dentiste va alors décrire à la police son agresseur. Il a une courte moustache, forte et garnie, porte un habit de marin et un chapeau noir de calanas. Avec cette description, les agents parviennent à le retrouver sur une des collines de la ville et l'encerclent avant de le capturer. Mais Émile Dubois se déclare innocent des meurtres qu'on lui reproche. Et dans les heures qui suivent, sa maison est perquisitionnée. Les agents de police trouvent un crochet de boucher, des dagues, poignards, couteaux, la montre du commerçant Gustavo Titus, un calepin avec le nom des victimes ainsi que le diamant volé. Manu militari, il est alors emmené en prison. Oui, mais voilà. Un nouveau tremblement de terre a lieu à Valparaiso. Nous sommes le 16 août 1906. Le tremblement a une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter.
Émile Dubois est retrouvé par ses gardiens sous une multitude de boîtes de conserve dissimulées grâce à ses co-détenus qui l'ont complètement transformé. Couvert d'un poncho, barbe rasée, menottes et chaînes enlevées. Il n'aura cependant pas le temps donc de prendre la fuite, il sera remis en geôle en compagnie des 598 autres détenus qui constituent les habitants de la prison. Ce sera d'ailleurs sa seule tentative d'évasion. Arrêté en 1906 donc, son procès va durer jusqu'en 1907. Il démontre alors ses talents d'orateur et renvoie son avocat qui plaidait la démence. Il assume seul sa défense, crie son innocence, fustige les riches, les puissants et les institutions judiciaires. « Je ne suis pas un monstre, je suis un anarchiste !» crie-t-il. Le 4 janvier 1907, Émile Dubois est cependant condamné à mort par le juge Santiago Santa Cruz. La veille de son exécution, il se marie cependant avec sa partenaire de longue date, Ursula Morales, la mère de son fils. Sa condamnation provoque une série de manifestations contre la peine de mort. Le peuple de Valparaiso croit en l'innocence de Dubois et sollicite sa grâce auprès du président de la République, malheureusement sans succès. Nous sommes alors le 26 mars 1907 à 8h25 du matin. Émile Dubois se tient sur un banc, il fume un dernier cigare. Devant lui se tient un peloton de 4 soldats, fusils au poing. Émile échange quelques mots et se déclare innocent de tout ce qu'on lui reproche. Puis il prend place. Il refuse de porter un bandeau et regarde ses bourreaux en face quand il ordonne lui-même de tirer. À ce moment-là, les coups tonnent et il tombe, fusillé à 8h30. Son fils fait alors l'aumône auprès de ceux qui ont assisté à la mort pour recueillir quelques sous. Il faut bien vivre. Les restes d'Émile, emportés par les fossoyeurs, sont alors enterrés dans la fosse commune des indigents du cimetière de Playa Ancha. La population pauvre du Chili, et surtout de la ville de Valparaiso, voue alors un véritable culte à Émile Dubois. Pour eux, le tueur s'est débarrassé d'usurier et le considère un peu comme un Robin des Bois, un justicier du peuple, ouvrier, méprisé par la bourgeoisie d'alors. Depuis, des milliers d'habitants et de touristes viennent visiter son cénotaphe, où se trouvent de nombreuses plaques et dessins le remerciant des vœux qu'il a exaucés tel un saint. Des messes lui sont même dédiées, des processions organisées les mardis et les vendredis. Sa vie d'ailleurs a fait l'objet de nombreuses émissions à la télévision chilienne, également d'un roman, Tous ses morts en 1971 de Carlos Droguet, lauréat du prix Alfagarette, ainsi qu'une pièce de théâtre. Si vous avez aimé ce portrait d'Émile Dubois, merci de mettre un pouce vers le haut, de partager ce portrait sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir les prochains portraits de tueurs en série. En attendant, je vous dis à bientôt sur psycho-criminologie.com.